Bueno, agradecer tanto al profesor Curtin como al profesor Espósito las dos magníficas conferencias que hemos podido escuchar y seguir. Yo quería plantear un tema, una cuestión que ha salido en ambas. Partiendo de la consideración que hace Santo Tomás sobre la lógica como una ciencia instrumental en relación a la metafísica, lo que se ve claramente en Suárez, ¿no?, tanto en la exposición del profesor Curtin como del profesor Espósito, es como la lógica va tomando un espacio cada vez más amplio y determinante en el ámbito del pensamiento metafísico. De tal manera que, por ejemplo, el principio de no contradicción se convierte en dirimente de todo la construcción, ¿no?, metafísica, tanto en relación a la naturaleza pura, es posible, porque no es contradictorio, como en relación a la concepción de la esencia como como poseedora de esa virtualidad, ¿no?, para ser, ¿no?, para existir. Entonces, yo simplemente quería, si pudieran comentar este hecho, ¿no?, que después en Kant es clarísimo, ¿no?, como la lógica aún va cogiendo más espacio, se hace incluso más relevante, y que en Hegel ya pues el logicismo es absoluto, ¿no? Solamente una notazione. È vero che si può leggere la filosofia, l'arco che va da Suarez a Kant, come una espansione eccessiva della logica rispetto alla metafisica. Però per me la cosa più interessante è quando Kant dice che bisogna porre l'essere al di fuori della logica. E lì è il problema, perché quando lui dice che l'essere non è un predicato reale, vuole in qualche modo salvaguardare la eccedenza del positum rispetto al concetto, ok? Ma è proprio lì che nasce per me il problema, no? Perché da un lato si può dire, come tutti giustamente dicono, che Kant contro Wolff, contro il razionalismo logicista, quello sì, ha voluto salvare la irriducibilità dell'essere. Ma quando dice che l'essere è irriducibile e si chiede, lo pongo come nei termini di Heidegger, was heißt sein? Che cosa significa l'essere? Solo ciò che è. E quindi è un significato molto povero, no? Che non pensa più l'esistenza, per esempio, come provenienza o come traccia o come, probabilmente lei sarebbe più contento, come actus essendi, cioè l'atto non viene più pensato e l'esistenza viene salvata ma anche impoverita. Quindi non solo perché viene ridotto alla logica, ma anche fuori dalla logica, no? Diciamo, la densità del pensiero dell'esistenza è ormai diventato molto minimale. Alors, si je peux ajouter, si je peux ajouter un point à la réponse de Costantino Esposito, qui regardait plutôt d'ailleurs la postérité suarézienne. J'ai bien compris votre question, et c'est une question, comment dire, pertinente. Hein.
Simplement, je ne parlerai, c'est un peu une question terminologique, vous allez voir. Je ne parlerai pas de logique ou de logicisation. Alors d'abord factuellement, mais ce n'est pas important, parce que Suarez s'est pas occupé de logique du tout. Au sens technique, non. Cachetant un petit peu en commentant les catégories. Bon. Mais si on prend en vue des développements de la philosophie médiévale, après Thomas, au XIVe et au XVe, où la logique prend une grande importance, par exemple dans la tradition occamiste. Bon. On trouve au contraire chez Occam une séparation tranchée entre ce qui est du domaine de la logique et ce qui est du domaine de la théologie. Donc ce n'est pas l'extension de la logique, hein, ce n'est pas l'extension du domaine de la logique, me semble-t-il, et de son champ d'application qui vient modifier le paysage, si je peux parler rapidement comme cela, métaphysique et théologique. Je pense que c'est un autre phénomène que j'appelle, dans mon jargon, mais qui est un jargon partagé par d'autres, je crois que c'est Gustav Sievert qui avait introduit ce terme, hein, dans son travail ancien qui s'appelait Das Schicksal der Metaphysik. On a affaire à un processus de noétisation. On rejoint un peu la question du concept et de la conceptualisation qu'on évoquait ce matin. On a affaire à un processus de noétisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la noétisation? C'est plutôt en théorie, disons, en termes de théorie de la connaissance, en termes de logique, même si théorie de la connaissance est anachronique pour nos auteurs. Hein. C'est plutôt en termes de théorie de la connaissance et de réflexion sur ce que c'est que de connaître, que d'intelliger, que de penser, que les transformations en profondeur sont opérées. Et vous rappeliez tout à l'heure, par exemple, que pour Suarez, c'était le texte que je citais, la doctrine de l'état de pure nature n'est pas contradictoire, et il n'est pas contradictoire de penser que Dieu aurait pu créer l'homme dans l'état de pure nature. En fait, le terme important pour moi ici, c'est cogitabile. C'est le champ du pensable, de la cogitatio, du cogitabile, qui se trouve cette fois largement étendu, n'est-ce pas? Et de la même façon, le conceptus entis dans sa neutralité, il est pensable. De telle sorte que très vite après Suarez, l'objet propre de la métaphysique, ce ne sera plus l'ens universalitaire sumptum, et encore mieux l'ens nominalitaire sumptum, mais le pur et simple cogitabile. C'est la pensabilité, si vous voulez, qui vient prendre le pas sur le réel, l'actualité, l'effectif, l'actuosité, l'actus essendi, l'être entendu comme actus essendi, etc. Cette extension du domaine du cogitabile va de pair avec la transformation de l'acception de l'être, pour éviter l'expression conceptus entis, avec l'interprétation donc de l'acception de l'être pris au sens nominal. C'est un simple nomen, strictement équivalent, Costantino l'a très bien rappelé tout à l'heure, à res aliquid. Ens égale res égale aliquid égale cogitabile. Et le non cogitabile, c'est-à-dire le non aliquid, c'est le nihil et c'est l'impensable. Mais on est là dans un horizon qui me paraît pas être strictement celui de la logique au sens technique du terme. C'est pour ça que je parle plutôt de noétisation. Mais vous voyez, c'est en partie une question purement terminologique. No sé, ahí está. Ahora, quizá para los que no comprenden el francés, un breve resumen. Lo que ha dicho el profesor Courtine es
que comprende la pregunta de Santiago, pero que en su opinión no es tanto, digamos, un proceso de logificación lo que se produce a partir de aquí, sino algo así como no es lo lógico, en cierto modo, sino lo pensable. O sea, habría que situar el matiz entre la lógica y la teoría del conocimiento, y parece que el giro que va produciendo Suárez es hacia este ámbito de lo pensable, ¿no? Muy rápidamente traducido. Bueno, había pedido la palabra Alfonso, Expósito, que quería poner una pregunta, y Jordi. Y no lo conozco ahora, no sé, y no sé el orden. En principio sí he visto que el primero que ha preguntado ha sido Alfonso, luego Expósito, Jordi y usted, ¿de acuerdo? Io posso anche risaltare, posso anche non fare la domanda, posso anche non fare la domanda. Muchas gracias por las excelentes exposiciones. Me ha interesado mucho la del profesor Courtine. Si hay un pensador, creo, contemporáneo, contrario justamente a la posición de Suárez, del doble fin en relación a las cuestiones políticas, en mis escasos conocimientos, creo que ese es Unamuno. El meollo de su pensamiento está sobre la problemática del fin sobrenatural del hombre. Y en él es central, en sus escritos de política, como su expresión es apetito de divinidad, cómo está presente en todas las cuestiones políticas. Pero claro, al mismo tiempo, uno de los problemas en Unamuno es la idea de la inteligencia humana. Él no lo consigue solucionar. Es más, casi se queda nada más en la denuncia de que es necesario hacer eso y no consigue él formular una solución satisfactoria. Pero en una de las cuestiones que introduce en esa problemática de la concepción de la inteligencia es justamente todo el tema del deseo y del afecto, cosa que está bastante ausente en Suárez. ¿Sería esa una de las cuestiones también presentes en el tema de lo pensable? Alors, je vais répondre sur un premier point avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'humilité et de regret. La situation, je réponds naturellement pour moi, mais malheureusement pour beaucoup de mes collègues aussi. La situation française est telle que nous connaissons très mal, mais très 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 mal, la pensée de Unamuno. Je le regrette beaucoup et j'entends ce que vous dites et je vais regarder, mais bon, sur ce premier point, mon ignorance est vraiment très, très grande. C'est triste, mais il n'y a pas de réception française. Desgraciadamente no se conoce il n'y a pratiquement pas de réception française de Unamuno. Bon. On ne connaît que des anecdotes un peu biographiques. Bon. Alors, sur l'autre aspect de votre question, si j'ai bien compris, c'est principalement dans le traité qui a été publié séparément, Principatus Politicus, hein, que Suárez donc réfléchit sur il faut beaucoup de guillemets, mais enfin il est quasiment pré-contractualiste, hein, pré-contractualiste. Bon. Suárez réfléchit sur les conditions de possibilité de créer une
communauté politique parfaite. En insistant, comme c'est la tradition, sur la spécificité de cette communauté politique parfaite par rapport à la communauté familiale. La famille n'est pas pré-politique. Il y a une rupture entre la communauté familiale et la communauté politique parfaite. Bon. Suarez ne s'intéresse pas à l'article, au moins dans ce traité, ne s'intéresse pas à les possibilités d'articulation entre cette communauté politique parfaite, c'est-à-dire autosuffisante, hein, et d'autres communautés, par exemple ecclésiales, ou d'autres formes d'universalitates, hein, d'universalité. Ou plutôt s'il s'interroge quand même sur cette question d'une communauté plus grande, c'est la communauté de toute la Terre et du genre humain, ce qui est lié pour lui à la nécessité, même si on est très tard dans les années 1600, hein, l'œuvre Le De Legibus est la dernière œuvre de Suarez, qui n'aura pas été publiée par lui, il est quand même obligé encore de réfléchir sur la question des Indiens et de l'Amérique. La continuité de la réflexion en Espagne, ici, n'est-ce pas, va de Las Casas, Vitoria, jusqu'à Suarez. Et Suarez continue donc de penser une communauté mondiale, hein, totus orbis. Hein. Dans cette perspective, c'est vrai que si on oppose ici Suarez à Hobbes ou à Rousseau, hein, dans sa réflexion un peu embryonnaire, mais très, très importante, sur le contrat politique d'association, on ne trouve aucun élément qui relève, comme chez Hobbes et comme chez Rousseau, d'une dimension, on va dire, affective. Hein, la peur, par exemple, chez Hobbes, la pitié chez Rousseau, on ne trouve rien de ce genre, c'est-à-dire aucune réflexion qui excède le champ du concevable, cogitabile, de la pure, les pures conditions. Alors cette fois, je rejoins la première question, des pures conditions logiques de possibilité d'une contractualisation constitutive d'une communauté politique parfaite. Voilà, je vous accorde ça entièrement. Posso aggiungere una piccola cosa? Che... No, ma è una cosa che c'entra sull'appetito della divinità. E lei chiedeva sulla nozione di desiderio in Suarez, no? Non appetito di divinità, ma di divinizzazione. Di divinizzazione, sì, ma è una cosa proprio testuale. Quando nelle Disputationes Metaphysicae parla del bonitas, del bonum Suarez, e si rifà ai testi di Tommaso, e quando Tommaso dice che ciò che il bonum aggiunge all'ente è l'appetibilitas, lui lo interpreta come la voluntas. Quindi è una volontà, diciamo così, anche terminologicamente privata del desiderio. Bueno, no sé, también quizá por deferencia a las personas que no entienden, ¿no?, el francés, o sea, la pregunta era si se podía quedar, digamos, meter en este concepto de Courtine de lo pensable, que no es digamos, lo lógico, lo estrictamente lógico, la falta de deseo, del tema de la afectividad en la concepción de la inteligencia, ¿no? Y entonces Courtine, que ha comenzado diciendo que es un desastre porque él no conoce, y los franceses en general, a Unamuno,
pues ha retomado el asunto en Suárez y ha dicho que, bueno, que realmente si se persigue esta cuestión política del deseo en la política, de divinización y tal, ¿no? Que en Suárez realmente se plantea como la búsqueda de una comunidad perfecta, entonces está bajado al plano natural, ¿no? Pero que luego lo interesante es que, por las propias circunstancias históricas de España, lo que se plantea es en la comunidad global, ¿no? Una comunidad, eso no suena mucho hoy en día, claro, ¿no? Una comunidad global, ¿no? Pero que además también hay, en contraposición a otros teóricos del contrato social, eso claro, en la tradición de la filosofía política moderna, ¿no? Como Hobbes o Rousseau, que sí que hay un elemento afectivo, ¿no? En ellos. En Suárez parece que se plantea desde un punto de vista efectivamente de las condiciones puramente pensables de la posibilidad de una comunidad perfecta. Oui, et j'ai encore un mot, si vous permettez, parce que j'ai parlé, j'ai eu l'impression, peut-être donné l'impression de parler négativement de Suárez, c'est pas mon propos. Sur ce point-là de l'attention à la communauté globale et au droit des gens, aux droits des gens. La position de Suárez est tout à fait remarquable et elle aura une grande postérité, c'est-à-dire Suárez, par exemple, considère que les communautés des Indiens d'Amérique sont des communautés politiques parfaites et qu'en tant que telles, elles ne peuvent pas être soumises ni évangélisée de force. Cette attention à la naturalité, à la naturalité de la communauté politique parfaite a des conséquences très importantes, disons en droit international et eu égard au Jus Gentium, au droit des gens. Donc en ce sens-là, Suárez est tout à fait moderne. Si l'on oppose, par exemple, Sepúlveda, Juan de Sepúlveda, qui considérait que les Indiens d'Amérique étaient naturellement esclaves. O sea, esto no es subrayar negativo o sea, que ha dicho que, claro, al escucharme a mí le parecía como que daba la impresión de que su posición respecto de Suárez era muy negativa, pero que no es así. Porque esta manera de plantear las cosas Suárez realmente pues está en la base del derecho internacional. Hasta el punto de que le llevó a Suárez a considerar que muchas de las sociedades indianas eran ya sociedades perfectas y que no se les podía evangelizar a la fuerza. Bueno, ahora tenía la palabra Jordi, creo, y luego usted. Me sumo al coro de felicitaciones y gratitud a los profesores que nos han hablado. Yo me intereso por historia de la filosofía antigua y medieval, o sea que nuestro tema de hoy se sale un poco más allá del terreno en que piso con algún menor temor. Regresando a la pregunta de Santiago García Acuña, que me parece una sugerencia muy interesante, y sobre la expansión de la lógica, la logificación de la metafísica y del pensamiento en general, y a las dos respuestas que ha recibido de parte del profesor Expósito y del profesor Curtin, yo propondría que quizás se entendería mejor esto de que sí, después de Suárez hubo una mayor logificación hasta llegar a Kant, o esto otro de que más que logificación habría que hablar de conceptualización y que se impone el aspecto de la pensabilidad, si he entendido bien las respuestas. Yo propondría que
repensásemos eso de la logificación desde el punto de vista de la antigüedad. Me parece que es la diferencia entre la dialéctica de Platón y el órganon aristotélico. El órganon aristotélico no es menos preciso y exigente que las reglas de la dialéctica de Platón. La diferencia entre ambas lógicas creo que la evidenció Tomás de Aquino en las cuestiones de veritate, cuando dijo: una cosa es pensar autónomamente todo lo pensable y toda la actividad del entendimiento que gira sobre sí mismo, y otra cosa es atenerse a unos puntos de referencia, a un control de calidad del pensamiento impuesto por la realidad. La verdad lógica es medida por la realidad. Creo que en eso recuperó lo mejor de Aristóteles, y eso no daña para nada la aspiración y la ambición de la dialéctica platónica, pero sí que mete en vereda su tendencia a la soberbia. Porque la dialéctica platónica, cuando nos ponemos a pensar nuestros pensamientos y los sometemos o los sujetamos poco a la realidad de las cosas, tiende a absolutizarse, y eso está pasando hoy en día en filosofía. Cada uno tenemos nuestro discurso y estamos encantados de habernos conocido, pero nuestra capacidad de hacer una comunión de pensamiento es manifiestamente mejorable. Oui, merci de ces remarques et de cette question. Si vous voulez, je pense que, s'agissant de la dialectique platonicienne, et bon, de ce que vous avez dit, de son rapport à l'organon, mais je pense que la dialectique platonicienne, dans la perspective des auteurs qui nous intéressent, l'école de Salamanque, la tradition jésuite, la Schule métaphysique allemande, Kant, cette dialectique platonicienne ne joue aucun rôle. Inconnue. Inconnue. Hein. Elle réapparaît avec Marcille Ficin, bon, et puis Schleiermacher. Mais dans l'espace géographique et historique qui est le nôtre, elle est malheureusement totalement absente. Hein. Ce qui compte, c'est les Conimbricenses, qui commentent évidemment l'organon, Toledo commente l'organon, Cachetan commente l'organon. Donc, c'est très intéressant, et c'est un peu énigmatique, hein, de remarquer que le platonisme et la tradition néoplatonicienne est absente dans l'espace historico-géographique qui nous intéresse ici. Bon. Ça, c'est pour simplifier un tout petit peu, si vous voulez, votre question. Je pense que le versant dialectique, plutôt, alors je précise encore ma pensée, il y a de la dialectique, évidemment, mais c'est de la dialectique aristotélicienne. Il y a un admirable commentaire de Fonseca qui s'appelle Institutiones Dialecticae, qui est écrit peut-être en marge du Cursus Conimbricenses sur la dialectique, mais c'est uniquement la dialectique aristotélicienne, et jamais Platon, et surtout pas le Platon de la République ou du Sophiste ou du Phèdre, hein, qui est présent. Bon. Alors, pour en revenir à la logicisation, au fond,
et à la noétisation, et où la noétisation, et à ce qui était dit tout à l'heure sur le conceptualisme, il me semble qu'il y a une distinction qui vient de Cachetan, sur laquelle on n'a pas insisté assez, et dont le développement et les conséquences vont être très importantes. C'est la distinction conceptus formalis, conceptus objectivus. Concept formel, concept objectif. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept formel? Le concept formel, c'est proles mentis. Proles mentis, c'est-à-dire ce qui correspond à la démarche de l'esprit qui s'efforce d'élaborer conceptuellement une idée, une notion. Le conceptus objectivus, c'est ce qui répond ou ce qui fait face au concept formel, indépendamment, voilà la question de la réalité et de l'effectivité, n'est-ce pas, indépendamment de la réalité effective. Il y a un conceptus objectivus de chimère, même si les chimères n'existent pas. Avec le conceptus, avec l'objet du concept, hein, le conceptus objectivus, on est dans un espace, alors on peut dire qu'il est logique, moi je veux bien, bon, c'est pas technique, hein, les auteurs disent jamais que c'est logique, mais on est dans un espace intellectuel qui n'est plus indexé sur la réalité. À telle enseigne que, comme le rappelait très bien Costantino tout à l'heure, quand Suarez dit, il hésite à définir quel est l'objet de la métaphysique, hein, et puis il y a un moment il dit, peut-être que c'est l'essentia realis. Bon. Mais il ne faut pas traduire dans notre français, espagnol ou italien contemporain, c'est l'essence réelle. Parce que immédiatement il dit oui, qu'est-ce que ça veut dire essentia realis? C'est celle qui existe ou bien qui a en elle l'aptitudo ad existendum. Donc la realitas elle-même n'est plus directement indexée sur l'actus essendi, l'effectivité, l'actualité, actualitas. Il y a cette dissociation, voilà. Et il me semble que une des réponses, enfin, aux questions qu'on se pose là, c'est effectivement ce qui est lié à la nouveauté. Il faudrait faire l'archéologie de cette distinction, hein. La nouveauté de la distinction conceptus formalis, conceptus objectivus. On la trouve chez Capreolus, on la trouve chez Cachetan. Elle apparaît au début des Meditationes Metaphysicae de Suarez, et elle s'impose comme quelque chose qui va de soi, qui ne fait pas l'objet de critique. Gracias. Bueno, ha dicho que la dialéctica platónica realmente está completamente ausente de esta tradición filosófica de la Escuela de Salamanca hasta la Schulmetaphysik en Kant, que más bien este logicismo, eso lo añadiría yo, entonces no podría provenir de ahí, sino de la dialéctica del pensamiento aristotélico tal y como ellos lo piensan. Y luego ha intentado hacer un poco más de luz sobre la cuestión de la pensabilidad, recurriendo a una distinción que están todos ellos entre el concepto formal y el concepto objetivo. Claro, el concepto formal tendría que ver con la esencia real, tal y como ellos la conciben, ¿no? Que sería como una aptitud para existir y por consiguiente con una cierta condición previa ontológica respecto de la existencia. Y ha sido eso un poco lo que ha dicho. Posso? Sì. Solo interpellas perché hai una parola lì. Sì, solamente questa cosa la mia domanda non la faccio più, è solamente un commentario, una note sulla note. Conceptus formalis è l'atto della mente, no? E il concetto obiettivo è il contenuto. Qui abbiamo, non per fare una
anticipazione, ma esattamente il problema kantiano della deduzione dei concetti puri dell'intelletto. Perché quando Kant dice che i contenuti mentali, cioè le categorie, no, derivano dalla forma dei giudizi, come, non è un'anticipazione, ma come schema di pensiero, è lo stesso, cioè il concetto unitario oggettivo di ente è unico perché unico è l'atto mentale, cioè il concetto formale. Questo è impressionante, no? Perché lì è veramente, appunto, se ce ne fosse ancora bisogno, la filosofia moderna non nasce quando finisce la scolastica, ma esattamente all'interno della scolastica. Non mais j'ajoute une note à la note de Costantino pour ceux d'entre vous qui sont plus intéressés par la philosophie contemporaine. On peut dire aussi que le concept objectif, c'est le contenu. On peut dire aussi que c'est l'intentum, dans la doctrine husserlienne, stricte, 5e recherche logique, de l'intentionnalité. Husserl s'efforce de penser la relation intentionnelle. Hein. La relation intentionnelle, dit Husserl, ce n'est pas une relation entre deux choses. On a relation intentionnelle dès lors qu'on vise un objet. Mais sous réduction phénoménologique, on fait l'hypothèse de l'anéantissement du monde, il n'y a pas moins de Gegenständlichkeit, qu'il ne faut pas traduire par objectivité, mais quelque chose comme objectualité. Il n'y a pas moins d'objectualité. Quand je vise, dit Husserl, la gare de... ou plutôt c'est Heidegger qui dit ça, mais ça revient au même. La gare de Fribourg et les pyramides d'Égypte, ou la chimère, ou la licorne. En tant que visée... disons, l'objet de la visée intentionnelle, l'intentio et l'intentum, hein, le concept objectif, c'est l'ancêtre, si je puis dire, de l'intentum, qui de fait a un statut, même si ontologiquement, il n'est pas assignable ontologiquement, ça n'est ni réel ni irréel, hein, mais il a bien un statut, parce que c'est l'objet d'une visée, qui n'est pas illusoire, qui n'est pas fantasmatique. Quand je vise une chimère, je ne vise pas une licorne. Et il y a beaucoup de différences entre la chimère et la licorne, entre Pégase et la chimère, etc. etc. Donc on a affaire à une objectualité qui n'est pas indexée sur la réalité effective. On arrête dans les notes. Acaba de decir que bueno, que iba a hacer una nota, ¿no? Y que claro, ha hecho una referencia a un asunto absolutamente decisivo. Yo estaba pensando también en él, es Husserl, claro, el concepto de intencionalidad y constitución intencional en la fenomenología, ¿no? Claro, en esta relación intencional, digamos, el objeto objetivo y el objeto formal formarían un todo, serían uno, ¿no? Pero en todo caso, digamos, lo intencionado, el objeto intencional, ¿no? Esa objetualidad, ¿no? Pues no se puede decir que, aunque sea constituido por la intencionalidad de la conciencia, no tenga ningún estatuto ontológico, sino que lo tiene, para plantearlo en esto. De todas maneras, yo quería darle, luego lo tiene Santiago, porque había una persona que quería hablar y hay que respetar. Usted quería poner una pregunta, ¿no? Yo también tengo preguntas, ¿eh? Merci bien. Je remercie aussi le professeur. Et j'avais une petite considération adressée au professeur Jean-François Coutine. Et si je vous ai bien suivi tout au long de votre exposé, vous avez souligné que toutes les créatures désirent dans sa manière la ressemblance de Dieu. Aussi longtemps que nous savons qu'il y a des créatures qui n'ont pas la raison, et comment on peut se rendre compte que ces créatures-là désirent aussi la ressemblance de Dieu.
Et la deuxième est celle-ci. Vous avez souligné que tout homme est cet être-là qui a l'appétit de la vision divine. Je me demande, même les athées qui vivent avec nous, ils ont aussi cette idée-là, cette idée divine ou cette idée-là sur Dieu. Alors si vous voulez un peu nous aider à comprendre ces paradigmes-là. Merci bien. Bien, como se puede decir que todos los seres, todas las criaturas de alguna manera desean a Dios, ¿no? Me he distraído un poco, no sé si en principio, claro, el problema sería las criaturas no racionales, pero luego sí, no sé si me he distraído, si se puede decir, por ejemplo, de las personas ateas también, si tienen ahí un deseo de Dios, etc. Alors la première question, oui, la réponse est oui, toutes les créatures, enfin, dans les doctrines des auteurs qui nous intéressent, toutes les créatures désirent la ressemblance divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le point de départ de cette réflexion chez Thomas, qui revient très souvent, hein, et dans la tradition ultérieure, c'est un passage de la métaphysique d'Aristote, où Aristote dit e ole fusis ertetai to agato. L'ensemble de la nature, ertetai, artao, c'est un mot un peu difficile en grec, dépend d'eux, hein, est accroché à, dépend d'eux, du bien, agaton. Bon. Toute la nature est ole fusis, donc toute la nature, tout ce qui est, toute la nature, bon, se trouve accrochée d'une certaine façon au bien auquel elle aspire. Hein. Alors si on retranscrit dans un autre lexique, mais ça revient au même, n'est-ce pas, au lieu d'être accrochée à, elle désire. Hein, elle désire l'agathon, le bien qui est un des noms du divin aristotélicien, ce divin aristotélicien qui est caractérisé par ceci de tout à fait remarquable, qu'il se rapporte à lui-même en se pensant lui-même, noesis, noeseos. Alors, il faut comprendre ce désir de s'assimiler au divin de manière analogique, naturellement. Hein. Chaque être ne désire pas s'assimiler au divin de la même façon selon son essence. Hein. Mais ça crée, disons, un univers qui est globalement orienté vers une perfection inatteignable dont l'exemplaire est fourni par le divin ou le bien, agathon, dans son rapport à soi qui est pensée de la pensée, noesis noeseos. Traduit dans le langage thomasien et dans l'économie de la religion chrétienne, et ça on trouve ça chez Paul, alors certains ici vont préciser la référence, je crois, l'Épître aux Corinthiens. Il y a dans le christianisme l'idée que toute la nature aussi attend le salut. Elle attend, c'est pas apokatastasis, mais c'est, il y a un terme grec pour dire ça, qui m'échappe pour l'instant. Il y a une Schwermut, dans l'idéalisme allemand on trouve ça aussi, hein, il y a comme une espèce de grande mélancolie qui s'est emparée de toute la nature, parce que toute la nature aussi, pas seulement les hommes, et les créatures intellectuelles, attendent la rédemption. Donc il y a une aspiration de toute la nature à la rédemption et à la restitutio ad integrum de l'univers qui est pris, y compris la nature, dans la chute. Premier point de ma réponse. Le deuxième point, est-ce que les athées eux-mêmes désirent voir Dieu? Mais oui. Vous lisez La fin de l'être et le néant de Sartre.
Il signe ça, Sartre, en disant, qu'est-ce qu'il dit? L'homme est une passion inutile. Sartre écrit, l'homme est une passion inutile. Pourquoi est-ce qu'il est une passion inutile? Précisément parce que pour Sartre, il est transi d'une inquiétude qui ne peut pas satisfaire et dont il n'est pas capable non plus de nommer l'objet. Donc, que naturellement les athées ne disent pas « nous désirons voir Dieu », c'est très clair. Hein. Mais ce que dit ici la thèse, c'est l'être humain comme tel, la créature intellectuelle comme telle, est traversé par une inquiétude, un désir de quelque chose qui dépasse l'immanence et l'horizontalité de la vie humaine, que naturellement, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui nient son existence, etc., sont incapables de nommer. Et ça n'enlève rien à ce statut de Unruhe, d'inquiétude, qui habite essentiellement les créatures intellectuelles. Bueno, pues ha dicho que ha dividido la pregunta en dos partes, naturalmente. Una es para los seres naturales no racionales y, bueno, dice que la cosa se remonta a Aristóteles cuando dice que todo ser natural tiende por naturaleza a su bien, a razón. Eso se compone en un orden en la naturaleza que al final remite al bien supremo, que es la noesis noeseos, que es la divinidad. Entonces ahí pues se puede hablar de ese deseo de Dios de alguna manera en toda la naturaleza, ¿no? Que en la recepción cristiana pues ha aludido a San Pablo, ¿no? Toda la naturaleza gime realmente por la redención, ¿no? Habría que verlo ahí, ¿no? Esa sería la primera parte de la respuesta a la primera parte de la pregunta, y la segunda aludida ha puesto el ejemplo de Jean-Paul Sartre, el Ser y la Nada, a su tesis al final de que el hombre es una pasión inútil. ¿Cómo puede decir una persona eso? Pues porque está constatando, a pesar de que él no vea a Dios, ¿no? Que su vida está atravesada por un deseo para el cual no encuentra satisfacción en nada en la inmanencia del mundo. Lo que pasa es que aún no... o sea que está ahí, ¿no? Santiago, una pregunta. Yo sí que tengo. ¿Hay alguien que tiene...? Estamos ya en el límite. Ah, vale, perdón. Esto va dirigido al doctor Constantino. En su expuesto ha dicho que Dios, en definición, abarca toda la realidad. Entonces, el mal, que es ausencia de Dios, ¿dónde queda? Sí, dice que una de las cosas que has dicho es que la idea de Dios es la realidad plenísima, digamos, y entonces abarca toda la realidad. Dice cómo se puede encajar ahí el mal. Una grande domanda. Naturalmente non credo che questo debba dare una mia risposta personale sulla questione, ma sempre storicamente, rimanendo agli autori, all'autore di cui mi sono occupato, e diciamo che per Suarez, in linea con tutta la grande tradizione cristiana, non vi è una contraddizione tra il fatto che Dio sia pensabile come l'ente infinito, l'ente onnipotente, l'ente perfetto, e quindi anche l'ente sommamente buono, con la possibilità del male che non è più un concetto ontologico. Il male non è una realtà positiva, no? Non si riferisce ad una sostanza, no? Ma in linea con il grande
il grande archetipo concettuale di Agostino, il male è un defectus, il male è una mancanza di essere, no? E quindi un'ontologia, diciamo, piena come quella di Suarez, in cui appunto per pensare tutte le cose, da Dio alla chimera, ho bisogno di un concetto preliminare di ente in quanto ente. In qualche maniera il male, diciamo, non richiede per essere pensato un concetto positivo di ente, ma diciamo una negazione di quel concetto. E, da un certo punto di vista il problema ritorna, e quindi il male è qualche cosa che può essere spiegato antropologicamente e teologicamente, è legato all'uso della volontà libera da parte dell'uomo. Naturalmente il problema diventa, questo il problema è la soluzione standard, ma il problema diventa particolarmente interessante quando pensiamo allo stato impuris naturalibus. Per uno stato, questa è la domanda, di natura pura, come si spiega il male? Lì a livello teorico non c'è ancora il male, no? Perché uno stato di pura natura è pensato senza il peccato originale, o meglio, se anche in ogni caso lo stato di natura pura è creato da Dio, è uno stato creato da Dio, quindi ha una sua dipendenza. Però mi verrebbe da dire, vorrei poi sentire anche Jean-François, qual è la possibilità, perché in fondo lo stato di natura pura è, secondo me, un esperimento mentale, cioè non esiste di fatto, come non esiste il bon sauvage, come non esiste lo stato di natura di Hobbes, è un esperimento mentale, no? Che a Suarez serve per dire che la grazia non è dovuta alla natura, e la grazia è gratis, è veramente, cioè non è neanche pensato per risolvere il problema del male, perché già così sarebbe condizionata, non sarebbe assoluta. Però chiudo velocissimamente, in Kant ritorna ancora questo problema, no? Che è tutto quanto morale, però questa è una cosa interessante, perché proprio in Kant, in cui appunto potrebbe sembrare che impuris naturalibus non è più un esperimento mentale come per Suarez, ma è un programma filosofico, no? Cioè la ragione umana è diciamo capace con le sue sole forze quindi progetto semipelagiano, diciamo così, o pelagiano, di raggiungere la salvezza. Proprio in Kant troviamo invece un residuo del problema del male nella Religionsschrift, nel scritto sulla religione del 1793, in cui si parla di questo male radicale, che non è il peccato originale però, ma è come un concetto limite che sta a dire che la volontà umana è sempre chiamata ad obbedire alla legge, al dovere, e fin quando questo non sarà completamente realizzato, apocatastasis ton panton, c'è sempre la possibilità che la volontà umana non voglia il dovere, e quel residuo è questo male che non si può estirpare, non si può cancellare, no? Ma si deve vincere, non perché c'è un Salvatore, un Dio che lo vinca, ma perché è la volontà umana stessa che è chiamato a questa realizzazione finale.